Madame, Messieurs, vous l'avez compris, nous sommes là. Bienvenue dans cette grande émission Seyant. Nous y sommes. C'est parce que nous devons parler de la Constitution de la République démocratique du Congo. Ça fait débat, ça coule encre et salive. Les chefs de l'État congolais, ils persistent et ils tapent du poing. Nous devons, ou soit modifier ou changer la Constitution. Eh bien, pourquoi est-elle mauvaise? C'est par quel bateau magique? Nous devons changer directement la Constitution. Nous devons en discuter avec un politologue né. Il est avec nous. C'est un président d'un grand parti politique ici en République démocratique du Congo. Il a écrit plusieurs livres sur la Constitution. Il est avec nous sur ce plateau. Vous l'avez bien vu sur vos affiches et les bandes passantes. Dieudonné Kishikazadi est avec nous, président de Congo Positif. Ne l'oubliez pas, il est aussi enseignant à l'université. Dieudonné Kishikazadi, bonjour. Bonjour, Monsieur Théodore, et bonjour à tous les auditeurs, enfin, tous les téléspectateurs. Ça fait débat, c'est comme ça. Merci beaucoup. Voilà, Dieudonné Kishikazadi, vous avez écrit beaucoup d'ouvrages. Vous avez pensé depuis longtemps, je suis en train de confirmer cela, parce que je vous ai lu personnellement sur cette constitution de la République démocratique du Congo. Eh bien, c'est la loi mère de notre République. En quoi elle fâche? Bon, je voudrais d'abord vous remercier de m'avoir invité sur Océan. Merci. Dans cette belle émission qui est très suivie et aujourd'hui qui fait son impact dans l'opinion. Et donc, qu'est-ce qui fâche? Oui. Ce qui fâche, c'est cette constitution ici. La constitution que nous avons énerve. Elle fâche. Elle est mauvaise. Voilà pourquoi il faut la changer. Alors, qu'est-ce qui fâche? Ce qui fâche, c'est le fait que des Congolais se soient mêlés avec des étrangers. Je reviens dans l'histoire. Je suis en 96. Mzee Laurent Désiré Kabila prend les armes contre le président Mobutu. Souvenez-vous, lorsque lui prend les armes, il y avait un processus électoral qui avait été mis en place, dont le président de la commission électorale s'appelait le professeur Bayona. Nous sommes en juillet 95-96. Et souvenez-vous aussi qu'à cette période-là, le président Mobutu ne faisait plus 6 mois au Congo, ici au Zaïre, parce que tout le temps malade. Oui. Et même lorsque Mzee Laurent Désiré Kabila prend le pouvoir, le président Mobutu n'est pas au Congo. En ce moment-là, il est à Cap-Martin. Cap-Martin en France. C'est comme ça que lorsqu'il apprend qu'il y a une rébellion qui a commencé contre lui au Congo, il dit on m'a poignardé dans le dos, parce qu'il n'était même pas dans le pays. Il était affaibli par la maladie. Pour vous dire quoi? Pour vous dire qu'il y avait un processus électoral où on n'est pas sûr que le président Mobutu allait être candidat, et même que s'il était candidat, on n'est pas sûr qu'il allait gagner cette élection-là. Parce que, on l'a vu, quelques temps seulement après, en 97, en septembre 97, malheureusement, il rendra l'âme. Donc, pour vous dire que le président Mobutu était affaibli. Mais cependant, une rébellion qui est née à l'est de notre pays, avec pour objectif de venir chasser les dictateurs Mobutu. C'est ce qu'on nous avait dit. Ouais. Et ça, parce que tout le monde était fatigué de la dictature, alors tout le monde avait accepté. Souvenez-vous, il y a même le docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba qui nous avait dit « Accueillez-les, ce sont nos frères ». Voilà. Vous voyez? Parce qu'à la tête, il y avait Mzee Laurent Désiré Kabila et l'objectif, c'était de faire partir la dictature. Tout le monde était fatigué de la dictature. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Après qu'il soit arrivé, Mzee a pris le pouvoir. Ils se sont installés à Kinshasa. Encore une fois, docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba, qui dit aux Congolais, qui dit à Mzee Laurent Désiré Kabila, vous êtes venus avec les Rwandais, les gens d'autres nationalités qui vous ont accompagné pour chasser les dictateurs, parce que c'était ça l'objectif.
payer leurs factures, qu'ils rentrent chez eux. Voilà. Vous allez remarquer que le jour où le président Tshisekedi a dit ça à son frère Mzee Laurent Désiré Kabila, on a créé la séparation entre les deux hommes. Ils ne se sont plus jamais vus jusqu'à ce que la mort a attrapé tous les deux, chacun en son temps. Vraiment. Alors, mais malgré ça, quand maintenant en 98, Mzee s'est ressaisi, 98 c'est juste une année après la prise du pouvoir par l'AFDEL. Une année après, Mzee s'est ressaisi, il dit non, mais comment vous nous avez accompagnés? Mais après nous avoir accompagnés, le dictateur est parti, mais vous êtes toujours là. Rentrez. Dès que Mzee a dit rentrer, la guerre débute. La guerre a commencé. La guerre a commencé en 98 dans Kinshasa. Tozangi Mai solo, Tozangi Bilia solo, ainsi de suite. Après ça, le processus de paix a commencé, entre guillemets. Il fallait maintenant faire en sorte que tous ceux qui avaient pris les armes, parce qu'entre-temps, contre Mzee, il y en a aussi qui ont pris d'autres armes, les Jean-Pierre Bemba, les RCD, ainsi de suite, pour la démocratie, entre guillemets. Mais malgré ça, on est allé jusqu'au processus des différents accords, jusqu'à Sun City. Sun City a produit 1+4, 1+4 a produit tout ce qu'il y a, et jusqu'à aller jusqu'à cette constitution ici. Dans tout ça, où est-ce qu'il y a le peuple? Où est-ce que vous voyez le rôle du peuple congolais? Nulle part. Mais Sun City, c'était peut-être pour que la guerre ne revienne plus et que le peuple puisse vivre en paix. La guerre de qui? La guerre de qui? Contre qui? Parce que ce n'est pas le peuple congolais qui a pris une frange du peuple congolais qui a pris les armes contre une autre frange. Ok. Mais vous allez quand même remarquer que tous ces groupes-là, tous ces mouvements armés étaient soutenus chacun par un pays étranger. Et ce sont ces pays étrangers qui pilotaient tout ce qui s'est passé ici. Voilà la raison pour laquelle, comme ce sont des pays étrangers qui ont tout piloté, on ne connaît pas les agendas des pays étrangers sur notre pays. Mais au moins, en lisant cette constitution, c'est là où vous allez remarquer que ça, ce n'est pas une constitution des Congolais. Parce que les Congolais ne peuvent pas se lier les mains de cette façon-là, tel que c'est fait dans la Constitution. Voilà ce qui fait dire que c'est une Constitution qui n'est pas la nôtre. C'est ce qui fait dire que non, à un moment donné, nous devons avoir la maîtrise des choses qui nous concernent. Et c'est ce qui fâche. Et c'est ce qui fâche. Le fait qu'un processus se soit engagé dans notre pays, un processus soit parti comme ça jusqu'à nous donner une Constitution. Vous, comme tous ceux qui nous suivent en ce moment, à travers votre chaîne de télévision, est-ce que vous aviez lu cette Constitution avant de la voter au référendum? Pour ne fût-ce que savoir qu'est-ce que vous étiez en train de voter. Nous avons mené des enquêtes qui ont révélé que seulement 2% de la population congolaise en ce moment-là, majeure, avait lu les textes de la Constitution avant de la voter au référendum. Seulement 2% de la population. Avec ça, vous allez dire vraiment qu'un pays a une Constitution. Mais une Constitution dont vous n'avez aucune maîtrise. Partout où il y a une Constitution, avant de voter une Constitution, le peuple vote ce qu'on appelle les membres de l'Assemblée constituante. Nous allons aux élections, nous votons les gens qui sont appelés à rédiger la Constitution. Ok. Oui, l'Assemblée constituante. L'Assemblée constituante qui a été mise en place, elle a été désignée par qui, mon frère? C'est par les belligérants. Ce sont ceux qui ont pris les armes ici dans ce pays. Contre le Congolais même. Contre le Congo, même on peut dire, mais ce sont eux qui ont nommé les gens de l'Assemblée constituante. Le peuple ne s'est jamais exprimé sur cette affaire ici. Mais à quoi servait le référendum? Le référendum maintenant, c'est là où je vous pose la question si vous aviez lu. Parce que pour aller voter, oui ou non, pour aller voter quelqu'un, vous devez le connaître. Vous devez connaître à qui vous allez donner votre suffrage. Certes. Donc pour voter aussi une constitution, il faut connaître cette constitution. Mais voici qu'il n'y a que 2% d'entre nous qui avaient lu cette constitution avant de la voter.
Alors, à partir de quel moment vous allez dire que c'est notre constitution? Mais elle nous a conduit, Dieudonné Kishi, il ne faut pas dire cela. Cette constitution nous a conduit depuis 2006 jusqu'à donner même une alternance pacifique. Elle nous a conduit les mains liées. Nous l'avons voté les mains liées parce que, entre guillemets, il fallait la paix. N'est-ce pas? La paix, pour que les belligérants déposent les armes, il fallait ça. Il fallait une constitution, il fallait tout ça, tout ce qu'on a vu là. Mais c'est quelle paix? La paix, c'est quoi? Parce que le monde ne doit pas nous tromper. Est-ce que le peuple congolais est en paix? Aujourd'hui, vous et moi, comme peuple congolais, nous avons sous nos mains comme ça 20 millions de nos compatriotes qui sont morts dans cette affaire ici depuis que ça a commencé. 20 millions d'entre nous. Nous ne devrions même pas parler comme nous parlons ici. Nous sommes en deuil. Nous ne devrions même pas nous habiller, nous Congolais, comme nous sommes habillés ici. Nous ne devrions même pas nous réjouir comme nous nous réjouissons ici. Parce que nous sommes un peuple tué, au vu, au su de tout le monde. Les gens ont pris des armes, ils nous ont imposé une constitution. Ils nous conduisent comme ça, comme des moutons. Excusez-moi. Nous sommes allés comme ça, on nous a conduits comme ça, dans des choses que nous ne connaissions pas. On ne connaissait pas, des choses que nous ne connaissions pas du tout. C'est aujourd'hui que nous lisons la Constitution calmement. En lisant cette Constitution calmement, c'est aujourd'hui que nous comprenons. Parce que, je vous pose une question. On parle beaucoup de l'article 220, par exemple. L'article 220, c'est une compilation de plusieurs articles. On a pris des dispositions de tel article, on a constitué l'article 220, on a dit ne touchez pas. Mais quand vous disséquez, quand vous entrez dans la matière qu'il y a dans l'article 220, il y a par exemple le problème de la forme de l'État. La forme de l'État. Notre pays ici a quelle forme? Une forme hybride. On ne connaît pas la forme de l'État parce que en sciences politiques comme en droit, on enseigne la notion de la forme de l'État. Un État doit avoir une forme. Cette forme peut être fédérale. Oui. Cette forme peut être unitaire. Et dans l'unitarisme, vous avez la forme unitaire centralisée et la forme unitaire décentralisée. Après, il y a d'autres petites formes à gauche, à droite. Je ne vais pas rentrer dans ça. Mais notre pays ici, c'est quelle forme? Forme hybride. Pourtant, à partir du moment où vous avez maîtrisé la forme de votre État, tous les autres pouvoirs vont se décliner en fonction de la forme du pouvoir et de l'État que vous avez voulu. Mais ici, nous n'avons pas de forme. La forme est hybride. En fait, tout ce qui est dans cette constitution, c'est des choses, c'est des chauves-souris. Mi-figue, mi-raisin. C'est des choses toujours à peu près. Notre constitution, c'est une constitution des choses qui ne sont pas totales, des choses qui ne sont pas complètes. Des choses à moitié, c'est toujours la moitié. Le président, le parlement. Des choses qui ne disent pas leur nom. Voilà pourquoi. Alors, on a mis ça à l'article 220. Pourquoi? Alors, la question que moi je pose aux Congolais, c'est de savoir pourquoi un peuple est condamné à ne jamais changer la forme de son État. Pourquoi? Parce que ça, c'est à l'article 1 déjà de notre Constitution. Pour quelles raisons un peuple ne peut pas changer la forme de son État? Parce que c'est ce qui est dit à l'article 220. Tout le monde parle de l'article 220. Dans ce pays ici, à l'article 6 de la Constitution, on parle du pluralisme politique. Ça veut dire que lui, vous, tout le monde ici, tous les Congolais peuvent créer un parti politique. Mais qui ne se plaint pas du nombre de partis politiques dans ce pays? Un pléthore. On parle de pléthore. Tout le monde dit non, mais il y a trop de partis, trop de partis, trop de partis. Effectivement, il y en a beaucoup. Mais ça fait partie des matières auxquelles on ne peut pas toucher. Pour quelle raison un peuple ne peut pas se réveiller un matin pour dire non, écoutez, on a trop de partis, on s'organise pour que la compétition politique soit un peu plus souple? Parce que à cause du nombre de partis, c'est là où il y a le nombre de candidatures dont la CENI se plaint quand il faut organiser des élections. 27 000 candidats.
25 000 candidats pour 500 postes. Pourquoi? Parce que chaque parti doit compétir. À partir du moment où il est constitutionnellement autorisé que tout Congolais peut créer un parti politique. Maintenant, de quelle raison vous allez vous plaindre du nombre de partis politiques? Et que cette matière-là, le pluralisme politique et syndical, c'est inscrit parmi les matières qu'on ne peut pas toucher. Alors, expliquez-moi pourquoi on ne peut pas toucher ce genre de choses. Est-ce qu'un Congolais peut écrire un texte comme ça? Un Congolais. C'est ça le signe qui montre que si c'est des Congolais qui avaient écrit ce texte, c'est que c'est des Congolais qui étaient manipulés. Dieudonné, est-ce que pourquoi c'est seulement maintenant? Pourquoi c'est seulement maintenant qu'il faut se réveiller avec un débat pareil? Pourquoi c'est maintenant? Parce que la Constitution a été votée en 2000, a été promulguée en 2006, le 18 février 2006. Depuis 2006 jusqu'en 2018, nous avons vécu avec les acteurs de cette Constitution. Qui n'ont pas pu céder. Nous avons vécu avec des gens qui ont participé à la mise en place de cette Constitution et qui ont considéré que c'était une bonne Constitution. Aujourd'hui, nous avons un acteur qui entre dans les jeux, qui au départ, l'UDPS, avait dit ne votez pas cette Constitution. Bateki Mboka. N'est-ce pas? Souvenez-vous, le docteur Etienne Tshisekedi nous avait dit ça. Mais Félix Tshisekedi lui-même avait dit à son temps. J'arrive. Donc, les acteurs de 2006 jusqu'à 2018 n'avaient aucun intérêt de changer cette constitution parce que ce sont eux qui l'ont mise en place. C'était dans leur intérêt. C'était dans leur intérêt. Les composantes, vous avez eu la composante gouvernement, composante RCD, composante MLC, toutes ces composantes-là. Société civile, ainsi de suite. Pour quel intérêt allait-il démonter leur œuvre? D'autant plus que cette œuvre qu'ils ont mise en place, et là c'est une raison pour enlever cette constitution, c'est parce qu'ils ont organisé un État gâteau. Un État gâteau, c'est-à-dire... un clic privé. Oui, ils ont organisé un État de politiciens, un État de belligérants. Ce sont eux qui ont tout ici. Tout leur appartient. On vous nomme ministre dans le cadre de ces histoires ici. Dites-moi un seul ministre qui a déjà lancé un communiqué pour dire que dans mon administration, on engage. Mais allez dans les ministères qui sont engagés, ce sont les gens du parti du ministre. Voilà l'État qu'on a organisé à travers cette constitution. C'est-à-dire qu'apparaît au gouvernement des entités qui ne sont pas là pour l'intérêt général, mais qui sont là pour l'intérêt privé. En tout cas. Parce que, à partir de quel moment un parti politique qui gère un ministère ne doit appeler que les gens du parti pour trouver du travail? Et ce qui est dangereux, ce qui est dangereux, c'est que le peuple lui-même commence à considérer que c'est normal. C'est comme ça que vous voyez les gens, non, boni, biso yi de peste à pouvoir, mais bazo pesa biso pouvoir te, bazo engager biso te. Mais l'UDPS n'est pas là pour engager les gens de l'UDPS. Je suis désolé. L'UDPS est là pour la nation congolaise. Malheureusement, le système qui est mis en place, l'UDPS ne peut pas faire autrement. L'UDPS ne peut pas faire autrement, comme tout autre parti qui accéderait au pouvoir. On l'a vu avec le PPRD, on l'a vu avec... On l'a vu avec les PPRD. Et suivez tous les ministres qui sont au gouvernement. Chacun a un parti politique et chacun se bat pour que les listes des gens qu'on engage dans les différentes administrations soient les gens de son parti. Maintenant, les Congolais qui ne sont pas dans ces partis. Et quel est leur sort? Mais c'est organisé par votre constitution. C'est organisé par votre constitution. Ce qui fâche, c'est tout ce que vous relevez. Il y a beaucoup de choses qui fâchent. Un autre exemple, je l'ai donné dans un autre média. Le président de la République. Le président de la République. Vous savez, un président de la République, en dehors du peuple, c'est les remparts. Dans un pays, il y a deux remparts. C'est le peuple lui-même et le président de la République. Le garant. Le président de la République qui reçoit le mandat du peuple. Vous voyez, ce sont les deux remparts.
Mais ici, le président vient, il fait la campagne, il dit, bon, écoutez, si vous me votez, je vais vous faire un pont, je vais faire ça, il fait des promesses de campagne. Dès que le président a fini, vient d'être élu, c'est fini. On a organisé dans cette constitution que le président de la République ne puisse rendre compte à personne, parce qu'il faut le protéger. On ne peut pas lui poser la question. Même quand il parle au Congrès, un député ne peut pas poser la question au président de la République. Il vient, il vous dit ce qu'il veut, il part. Au Congrès, nos représentants sont là. Rien que vous, peuple, écoutez-moi, c'est fini. J'ai fini, je sors, je pars. Parole de l'évangile. Parole d'évangile. Vous comprenez? Donc le président n'a rien à voir avec vous. Ok. Oui, c'est ça que ça veut dire. Mais sinon, comment? Et dès qu'il est élu, ça devient maintenant l'affaire du Premier ministre. Eh oui, effectivement. C'est le Premier ministre qui doit maintenant réaliser les promesses de campagne. Et celui qui est même qui doit répondre. Et c'est lui qui répond au Parlement. Dites-moi, on a vécu ça dans ce pays. On a eu Ilunga Inunkamba dans ce pays. Il a répondu du président de la République? Non. Il s'est opposé au président de la République, le Premier ministre. Alors, vous voyez les cas. Donc, apparaît maintenant un Premier ministre qui vient, lui-même aussi, sans pouvoir. Le Premier ministre de la République démocratique du Congo, c'est un Premier ministre sans pouvoir. Je veux dire sans pouvoir réel. Parce que un Premier ministre choisit ses ministres. Ah, ici, il faut nommer un informateur. Ici, le Premier ministre, dès qu'il est nommé, il attend. Il commence à attendre. On doit d'abord partager les quotas. Tel regroupement, 2 ministères, 2 vice-ministères. Tel regroupement, 2 ministères, 3 vice-ministères. Ainsi de suite. Le partage. Un gâteau, venez de Alors dire. finalement, le Premier ministre n'a rien à faire. Lui, il est nommé Premier ministre. Mais il attend que le regroupement termine de faire leur conciliabule. Et quand il termine, chacun vient avec un petit papier pour remettre au Premier ministre. Finalement, le Premier ministre, c'est juste quelqu'un qui fait une liste définitive. Il fait juste une liste définitive. Après, il donne au président, il signe l'ordonnance. On dirait une pièce de théâtre. C'est comme dans le théâtre, c'est comme dans un film. Et vous ne croyez pas, ce sont des choses qui s'appliquent sur nous aujourd'hui. Et quand le ministre arrive, mais il répond de qui? Il répond de son regroupement qu'il a envoyé. Parce que dans le contexte d'aujourd'hui, il y a des ministres qui sont plus puissants que le Premier ministre, politiquement parlant. Donc, le Premier ministre ne peut même pas leur adresser un mot compliqué. Parce que ça va troubler l'équilibre politique à l'Assemblée nationale. Qui organise tout ça? La Constitution. Alors, le président est tributaire. Il est dépendant de la tendance qu'il y a au Parlement. Maintenant, il y a des matières où, pour que le président agisse, le Parlement doit se prononcer. État de siège, état de ceci, état de guerre, tout ça, déclarer la guerre, et ainsi de suite. Est-ce que quelqu'un dans ces pays a déjà réfléchi au jour où le président de la République, un peu comme on a vu avec le FCC Cash, le président de la République est là, il est de la majorité présidentielle, mais sans majorité à l'Assemblée nationale. Ce jour-là, le président ne déclarera jamais la guerre, parce qu'il n'a pas une majorité à l'Assemblée nationale. Ça veut dire que voilà les pays, voilà la constitution dont vous dites qu'elle est bonne. Donc, toutes ces choses se sont passées devant nous et se sont imposées dans nos vies 18 ans durant. Est-ce que ça doit continuer comme ça? Nous sommes de ceux qui pensent que non, ça ne doit pas continuer comme ça. Il faut que ça s'arrête. Oui, bien sûr, la KT. Il faut que ça s'arrête. Madame, Monsieur, vous comprenez avec moi que nous avons affaire à un politologue d'abord, mais un politicien, lui aussi. Mais est-ce que réellement la Constitution, c'est une parole de l'Évangile? Pourquoi ne pas seulement réviser quelques articles qui fâchent et vous mettez toujours en tête qu'il faut mettre de côté? Parce que vous êtes de ceux qui disent
catégoriquement niet. Le président de la République est très crédible dans sa démarche. Il sait que il peut prendre la voie de la révision constitutionnelle. D'abord, personne ne va l'en empêcher, parce que c'est un droit constitutionnel. N'est-ce pas? Il a le droit de réviser, de faire la révision constitutionnelle. Il est parmi les 4 personnes qui ont le pouvoir de réviser la Constitution. Mais lui dit, non, ça je ne fais pas. Pourquoi il ne fait pas? Parce qu'à l'occasion de la révision constitutionnelle ici, à l'occasion de la révision, mais il peut faire tout ce qu'on dit ici. Il peut réviser la Constitution en y mettant des dispositions qui rendent toutes vos dispositions verrouillées là inopérantes. Mais il est honnête, il dit non, ce n'est même pas ça que je veux faire. Je fais les choses en toute transparence. Je nomme une commission. La commission qui va réfléchir. Voilà. Donc les gens refusent même qu'ils nomment une commission qui va ne fût-ce que réfléchir sur notre constitution. Donc c'est une constitution qu'il ne faut même pas lire. En tout cas. Quand vous voyez l'agitation, vous dites, mais quel est le problème? Quelqu'un dit que je vais mettre en place une commission qui va réfléchir. Peut-être que les résultats de la réflexion vont dire, non, voici le chemin. Ou pas. Mais les gens vous disent, il ne faut même pas réfléchir. C'est là où vous comprenez tout. Quand vous voyez l'agitation ici, c'est ça qui vous fait comprendre qu'il y a anguille sur roche. Parce que, quel est le problème pour qu'un peuple puisse réfléchir autour de sa constitution? Non, ça fait du mal à qui? Peut-être Tshisekedi veut garder longtemps son pouvoir. Et il n'a qu'un mandat de 5 ans. Et voilà. Donc, le président de la République ne veut pas faire le malin en disant, bon, je vais faire une révision, mais en réalité, il vous change complètement la Constitution. Il peut le faire à l'occasion de la révision, mais il dit, je vais changer. Mais en changeant, je mets en place une commission et il le fait en un bon moment. Parce qu'aujourd'hui, nous avons une Assemblée nationale élue qui peut être transformée en Assemblée constituante. Et là, c'est la crédibilité. C'est l'honnêteté vis-à-vis de ces peuples. Vous voyez? Donc, moi je pense que aujourd'hui, réviser la Constitution nous coûterait plus cher que de la changer. Comment ça? Comment? Parce que s'il faut réviser, c'est lui qui entre avec ses hommes, ils mettent des dispositions. Demain, vous constatez qu'ils ont révisé ça, un peu comme on a vu en 2011. On a révisé, on est parti de 2 tours à 1 tour. On a constaté. Parce que ça ne passe par aucun procédé, à part les procédés parlementaires. Les parlements qui acceptent, et puis l'affaire est terminée. Mais ici, le peuple est engagé. À travers la commission qui va réfléchir, qui va produire les options fondamentales. Quel type d'État? Quel régime politique? Quel type d'assemblée? Toute la structuration. Quelle liberté pour le peuple? Quel droit, quel devoir pour le peuple? Tout ça, la commission va se pencher. Quelle est l'interaction entre les institutions? Comment ça doit s'articuler? Voyez, quels sont les problèmes que nous avons connus avec cette constitution qu'il ne faut pas revivre? La commission va réfléchir. Après, l'Assemblée constituante endosse, et puis ça va au référendum. Et là, le référendum d'aujourd'hui, au moins on a les téléphones, on peut expliquer, on a les réseaux sociaux, on peut expliquer, c'est pas comme en 2005, où la constitution soumise au référendum n'avait pas été expliquée. Vous voyez la différence. Donc, le changement est beaucoup plus utile que la révision. Parce que quand vous allez réviser, vous n'allez pas changer l'état gâteau en état normal. Parce que c'est ça l'intelligence de cette constitution. Son intelligence, c'est d'avoir fait du pays un gâteau que les politiciens doivent se partager continuellement. Maintenant, il est temps de faire une constitution qui nous remet, qui donne un état normal, où les citoyens ont un mot à dire, où les citoyens ont le pouvoir, pas comme on est aujourd'hui.
Et ça, les gens doivent comprendre que ce qui se passe, c'est la bataille entre les peuples et les politiciens. Mais ce peuple, vous parlez toujours au nom de ce peuple, meurtri, peuple affamé, mais c'est toujours au nom de ce peuple que même le président Tshisekedi, même vous-même, même toute cette classe politique qui s'intéresse toujours, le peuple est affamé. Le peuple qui n'a rien, qui souffre. Le peuple n'a rien parce qu'on lui a tout arraché à travers cette constitution. Non, mais ce n'est pas la constitution qui empêche Tshisekedi de donner de l'eau, du courant, à manger. Je vous ai expliqué comment les gens deviennent des ministres. Les ministres deviennent des ministres en général pour des raisons personnelles, pour l'intérêt personnel. S'il y a l'intérêt personnel, ça veut dire que cet intérêt personnel est opposé à l'intérêt général. Donc, quand je prends un exemple terre à terre, aujourd'hui vous avez des procès sur l'histoire des forages. Et lampadaires. Et des lampadaires. Mais c'est un exemple. C'est un exemple. C'est comme vous avez eu d'autres procès. Les chinchards aussi, nous sommes en décembre, de tristes mémoires. Voilà, c'est tout ça qui vous montre que en tout cas, le président de la République nomme quelqu'un, mais les partis ne donnent pas la bonne personne. C'est ça. Et le président n'a aucun pouvoir de changer, le premier ministre n'a aucun pouvoir de changer. Même s'il doit changer, il ne peut s'adresser qu'à celui qui lui a donné la mauvaise personne pour changer de ministre. Dites-moi, c'est dans ça que nous sommes. Donc, vous voulez nous dire que le président ne peut pas révoquer un ministre? Vous avez déjà vu le président révoquer un ministre dans ce pays. Et même quand on l'a fait, le ministre de l'économie, le poste est resté vacant. Parce qu'il fallait s'adresser à son autorité morale pour qu'il le remplace. En tout cas. Pendant longtemps, jusqu'au changement de gouvernement. Donc le poste de ministre de l'économie est resté géré par un seul ministre qui avait 2-3 portefeuilles. Pourquoi? Parce que il fallait s'adresser à celui qui vous avait nommé, qui vous avait donné le ministre qui a été révoqué. Donc, quand vous révoquez et on vous donne un autre du même camp, est-ce que vous avez vraiment révoqué? Parce que la faute pouvait ne pas venir. Déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Mais ce sont des choses que nous vivons. Après, on demande les résultats. Après, on demande si c'est la Constitution. Mais pour être ministre, ce n'est pas la Constitution, non? Pour donner les noms des ministres, ce n'est pas la Constitution, non? Dieu donné, est-ce que vous pouvez nous expliquer un tout petit peu, parce que peut-être bon nombre de Congolais ne comprennent pas réellement pourquoi il y a cette envie de changement de la Constitution, que vous persistez parce que vous êtes vraiment impératif, vous dites rien que le changement. Eh bien, c'est quoi cette histoire de céder sa portion de terre? Est-ce que c'est le pouvoir ou c'est de la territoriale qu'on veut en parler? Qu'il s'agisse de la territoriale ou de quoi que ce soit, est-ce que c'est normal qu'une telle disposition soit dans une constitution? S'il n'y a pas une intention. Qu'il s'agisse de la territoriale ou de la souveraineté, quelle que soit la raison, est-ce qu'un Congolais peut mettre ça vraiment dans la constitution? On va vous dire oui, mais au Sénégal, en Guinée, tout ça, est-ce que le Congo c'est la Guinée? Donc, parce que on vole là-bas, nous aussi on doit voler. Vous êtes un peuple hospitalier. Comparaison n'est pas raison. Oui, nous sommes un peuple hospitalier, mais aujourd'hui, je pense que notre hospitalité nous coûte cher. 20 millions de morts. 20 millions de morts. C'est trop. 20 millions de morts dont personne ne s'émeut, dont personne ne compatit. Combien de femmes violées? Oui, sans compter les femmes violées, sans compter les ressources naturelles qui s'en vont. Et dont personne n'a compassion. Alors, quand vous avez ça, vous allez toujours continuer. Nous sommes un peuple hospitalier, nous sommes ceci, nous sommes cela. Je crois que tout ça doit nous enseigner. Toutes ces choses doivent nous enseigner. Nous devons avoir une nouvelle manière d'être congolais. Nous devons avoir une nouvelle manière d'être congolais. Moi, je pense que aujourd'hui, pour être en lien avec nos 20 millions de morts, même notre manière de s'habiller, de célébrer certaines choses doit changer. Nous sommes un peuple exposé. Jamais un peuple n'a été exposé
tués au monde entier comme nous le sommes aujourd'hui. 20 millions de morts. Et ça n'a pas encore arrêté. Ça n'a pas encore arrêté. Pendant que nous parlons avec vous, il y a un Congolais qui vient d'être fauché à l'est de notre pays. Et j'ai vu Nanga qui a balancé même le communiqué. Donc c'est pour vous dire que grave, ça. Nous sommes plus que tous les peuples du monde. Dans les mondes récents, dans le monde d'aujourd'hui, nous sommes les peuples les plus exposés. Je sors un peu de l'ordinaire. Alors, qu'on soit là en train de parler de nous, aussi tués, aussi génocidés, aussi assassinés, comme nous le faisons nous-mêmes, c'est ce qui est étonnant. Je sors un peu de l'ordinaire, Dieudonné Kishikazadi. Je rappelle à mes téléspectateurs que vous êtes président du Parti politique Congo Positif. Est-ce que le blanc, l'homme blanc, qui aujourd'hui vous accusez ouvertement que c'est lui qui a eu à faire tout pour donner aux belligérants ces gâteaux, alors est-ce qu'il va le permettre? Il va permettre réellement que ce changement puisse être effectif? Bon, je pense que autour de nous, vous avez le Bénin, autour de nous, vous avez le Mali, autour de nous, vous avez les Tchad qui viennent de chasser l'armée française. Autour de nous. Si nous sommes des sous-hommes, continuons à vivre comme des sous-hommes. Mais un peuple, un peuple s'assume. Un peuple se prend en charge. Voilà. Un peuple se décide. C'est une interpellation. Oui. Parce que vous ne pouvez pas avoir 20 millions et discuter avec des gens. 20 millions de morts et discuter avec des gens. 20 millions, on vous a tué à 20 millions et vous allez dans des forums. Faire quoi? Quand est-ce que vous avez le temps de faire votre deuil et de vous faire écouter? Quand 20 millions de morts et ça n'a pas encore arrêté. Favorisé par cette constitution. Mais oui, ça a commencé quand? C'est mort ici. En tout cas, disons 94, c'est à partir de 94. Avec les génocides rwandais que je condamne. Parce que un peuple ne peut pas se faire assassiner, ne peut pas se faire tuer pour quelque raison que ce soit. Voilà. Donc, pour vous dire que notre attitude comme peuple doit changer. Doit changer. Ça doit changer. Lorsque nous parlons de changer de constitution, quand quelqu'un sort pour dire « ce peuple n'a pas droit de toucher à sa constitution », celui qui dit ça doit être regardé comme quelqu'un qui n'aime pas ce peuple, comme quelqu'un qui collabore avec ceux qui veulent nous garder à genoux. En même temps, je dois dire aussi que le changement de constitution ne doit pas être une occasion pour nous donner encore une constitution taillée sur mesure. Ok. Ça ne doit pas être une occasion pour donner une constitution, enlever une constitution des belligérants, enlever une constitution des politiciens pour nous donner encore une constitution des politiciens. Ça va basculer vers la 4e République. Il ne faut pas que ça se passe comme ça. Il faut que cette occasion ici, et là je lance un appel pathétique au premier d'entre nous, le président de la République. Voilà. Je le supplie qu'il ne cède à aucune sirène, qu'il ne cède à aucun appel qui lui demanderait de faire une constitution taillée sur sa mesure. Au nom de la mémoire du président Étienne Tshisekedi Wamulumba, celui-là même qui a introduit la démocratie dans ce pays, en son nom, au nom de ce peuple qui a accompagné ce pouvoir pendant 37 ans durant, je supplie vraiment le président de la République. En tout cas, je le supplie en tout cas, de ne pas céder à donner à ce peuple une constitution taillée sur mesure. Qu'on nous donne une constitution la meilleure. Madame, monsieur, qui nous délivre de tout ce que nous avons vécu jusqu'ici. Merci beaucoup. Voilà pourquoi je me suis mis même à genoux pour supplier au président de la République de nous donner une meilleure constitution. Vraiment. Madame, monsieur, vous comprenez que c'est une émotion et c'est un vrai Congolais qui parle. Il s'est mis même à genoux et le président s'est donné et ce pouvoir. Il a dit rien ne l'empêchera.
rien et rien d'autre. Et il a raison. Pas même un clergé, hein, pas même un prêtre, un pasteur. Il a raison parce que tous ceux qui disent qu'il ne faut pas changer, ce sont les ennemis du peuple congolais. Personne ne donne un motif valable pour dire ne changez pas la constitution. Le seul motif, on vous dit, parce que le président veut s'éterniser au pouvoir. Non, ça peut se régler. Si on ne veut pas que le président s'éternise, deux choses. Comme l'a dit le président de Nouvel Élan, l'ancien premier ministre, on donne la présidence de tout ça à l'opposition. La commission, là, voilà, qu'elle soit présidée par et même moi, mon parti politique a écrit à son excellence, à son éminence, le cardinal Ambongo. Nous lui avons écrit une lettre pour dire, mais au lieu de dire il ne faut pas changer, est-ce que ce n'est pas le moment de venir tous surveiller ces changements de constitution? Très bien. On surveille. Voilà. Parce qu'un peuple, on peut tout dire, hein. Si ce n'est pas aujourd'hui, cette constitution finira par être changée un jour. Ça pourrait ne pas être Félix Tshisekedi, le président de la République. Mais le problème qu'elle nous crée, nous pousserons toujours, tant qu'elle ne sera pas changée, à demander son changement. Elle finira par être changée. Alors mieux vaut la changer ensemble. Très bien. Avec la complicité de tous. Avec la complicité de tout le monde. Nous terminons. Oui. Mesdames, Messieurs, cette émission a pris fin. Vous avez compris? Et je pense que le numéro est là en train de passer. Dieudonné Kishikazabi, vous avez ma caméra par devant vous. 60 secondes me suffisent pour mettre un terme à cette émission. Et j'ai une petite question. La constitution changée donnera la vie aux Congolais? En tout cas, à 60%, les problèmes des Congolais seront résolus. Surtout si nous allons dans le sens où on casse les partages, où ce ne sont plus les politiciens qui ont l'emprise sur le pays, ce ne sont plus les partis politiques qui ont l'emprise, et que c'est le peuple lui-même qui reprend le pouvoir. 60% de nos problèmes seront résolus. Pour la révision ou pour les changements? Pour le changement de constitution. Vous persistez? Je persiste. Et je les demande depuis 2012. Voilà. Je me bats dans ce combat, vous l'avez rappelé, depuis 2012. Vraiment? Oui, parce que depuis 2012, les études que nous avons menées, les recherches que nous menons, toutes montrent que c'est une mauvaise constitution. Vraiment, ça n'est complètement fini. Madame, Monsieur, nous nous retrouvons très prochainement avec le même plaisir, un autre numéro. Vous informer, c'est notre devoir. Merci à toute l'équipe technique, Augustin, et Honoré et tous ceux qui sont de l'autre côté de la baie vitrée. Nous allons nous retrouver très prochainement, Dieudonné Kishi. Nous vous disons sincèrement merci. Merci pour cette invitation acceptée et nous allons nous retrouver très prochainement. Merci. Ciao.